L'Angleterre en compterait plus de 400, la France environ 200. Chaque ville de taille moyenne possède le sien, parfois dans les centres-villes, souvent désormais en périphérie, certains avec des architectures classiques, d'autres beaucoup plus originaux. Une chose est certaine, ils sont tous des marqueurs sociaux importants au sein de l'espace qu'ils représentent. Oui, je vous parle bien des stades, ces enceintes qui accueillent les matchs de notre cher football. Souvent la possession des villes, ils sont néanmoins appropriés par les clubs de football qui en font des lieux de mémoire de leur histoire plus ou moins fournie. L'occasion pour le COMEX de se pencher sur ce sujet parfois sensible et au cœur de l'actualité. Le patron du COMEX s'étant absenté le temps d'une émission, c'est donc moi, Bilal, qui le remplacerai pour ce 4e épisode de la saison. Pour m'accompagner, il est là avec moi, le tonton Alex Benyaya. Alex, quand on parle de stade, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, on parle de mesure de distance, Bilal. Explique-moi tout ça. Oui, je veux dire en fait que dans le monde grec ancien, le mot stade ou stadion désignait une mesure de longueur d'environ 180 mètres. Et donc en toute logique, ça correspondait également au lieu où se trouvait une piste de cette taille fermée au debout et où l'on s'exerce à la course devant des spectateurs. On est alors très loin évidemment du stade tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et le but à l'époque, c'est pas de faire gagner son club évidemment. Les événements sportifs grecs sont alors étroitement éloignés à la religion. Les compétitions ont pour but de rendre hommage aux dieux, et c'est donc tout naturellement qu'elles se déroulent dans des sites religieux importants ou des sanctuaires. Et c'est intéressant, je trouve, ce terme de sanctuaire qui peut être utilisé pour parler du stade aujourd'hui. De même, le rapport au divin et le champ lexical associé fait écho au stade et au football. Et pour revenir à cette compétition, le but était certes d'honorer les dieux, mais le vrai héros, finalement, celui qui restait dans le temps, c'était le vainqueur de la course, celui qui restait dans l'histoire pour avoir brillé devant du public. Très bien Alex, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'enceinte que l'épreuve ou l'athlète. Oui, mais cette enceinte, elle vit. Et elle vit justement parce que malgré la simplicité des premiers stades qu'on décrivait tout à l'heure, qui sont des pistes plates et rectangulaires, les spectateurs sont bien présents. Il n'y a pas de tribune à l'époque, ils s'amassent sur les collines naturelles environnantes. Et c'est au 5e siècle qu'on trouve trace de talus artificiels et de conduits autour de la piste pour évacuer l'excès des eaux de pluie. Des sièges en pierre sont ensuite installés. On trouve aussi des sièges en marbre qui sont ajoutés. Et les zones assises sont de plus en plus sophistiquées avec l'apparition de marches et de divisions pour faciliter l'accès. On a même déjà des zones VIP au centre des stades, mais malheureusement pas de traces de petits fours ou de champagne. Oui, donc dès le 5e siècle, tu es en train de me dire que les spectateurs ne sont pas logés à la même enseigne dans le stade. Ouais, et pourtant, à l'époque, on parle de 30 à 45 000 personnes qui viennent assister au spectacle. C'est des gens qui viennent de toute la Grèce et qui se rassemblent dans une arène. Alors forcément, on classe, on hiérarchise et on se place en fonction du statut social. On introduit donc ici, dès le 5e siècle, un rapport financier qui est une des composantes qu'on va développer tout à l'heure et qui est prépondérante dans l'histoire du stade moderne, puisque ces édifices représentent un coût colossal. Il n'empêche que malgré ces différences et ces écarts, le stade rassemble, et pour rassembler, il lui faut un but, il lui faut une raison de se retrouver pour les gens. À la chute de l'Empire grec, le stade tombe en désuétude. Alors on va faire un gros bond dans le temps pour arriver au 19e siècle. Et à la faveur de l'essor du sport comme loisir, le stade retrouve à nouveau ce lien social et ce brassage social. Ouais, on entre donc dans une période qui nous concerne davantage avec le stade comme représentant d'une ville et de ses habitants. Ouais, alors on a tous joué entre potes à faire des quiz pour trouver les stades les plus improbables d'en France. Et test tout de suite, si je vous dis Gaston Petit, vous me dites? Ouais, personne qui l'a? Gaston Petit? À Nancy, non? C'est Châteauroux. Châteauroux. C'est Châteauroux. Et évidemment, nous, quand on jouait avec mes potes, il y a beaucoup de gens qui pouvaient dire Châteauroux, mais très peu qui pouvaient placer Châteauroux sur la carte de France. Donc, en plus d'un nom, chaque stade a évidemment son histoire, son identité, son particularisme et son architecture. Vous avez tous en vous ce premier souvenir. La sortie de la voiture du père ou de la bouche de métro, le bruit qui gronde au loin, l'union derrière une couleur écrasante, une couleur qui rassure, l'odeur des stands de nourriture, la foule qui grandit à mesure qu'on se rapproche.
Et là, ça commence. La fouille, le ticket, le portique, les escaliers et soudain l'émerveillement. Cette sensation de gigantisme, on est 50, on est 60, on est 70 000 et on a le sentiment étrange qu'on fait qu'un. Le terrain paraît si petit, les tribunes tombent sur la pelouse, les gens chantent. C'est vert pour Timothée, c'est ciel et blanc pour Bilal et moi, c'est rouge et bleu pour François et noir et rouge pour Thibaut. Et c'est gravé à jamais dans nos mémoires. Le stade, c'est l'endroit de diffusion d'un sentiment collectif. Alors je rassure Thibaut, je ne vais pas faire de sociologie en sa présence, je ne me permettrai pas. Mais je voulais simplement dire que le stade témoigne de ce qu'est l'être humain, parfois primaire, parfois aliéné, parfois vertueux, mais désireux d'exister derrière un nom qui représente un club et une ville. Eh bien, merci Alex pour cette belle introduction. Mais maintenant, tu sais très bien, on n'est pas tout seul. Tu en as déjà un petit peu parlé. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons 3 passionnés et 3 fins connaisseurs des stades de foot, même s'ils ne l'ont pas montré pendant ta question. On va commencer par le premier. Bien qu'il en visite une bonne centaine par an, il conserve tout de même un stade de cœur, le stade Geoffroy Guichard, autrement surnommé le Nabil Fekir Stadium. Timothée Mémon est avec nous ce soir. C'est étonnant pour une première présentation d'arriver avec des blagues d'aussi mauvais goût. Alors, je tiens à te rassurer, c'est pas moi qui ai écrit cette blague, mais je pense que tu connais le responsable. Oui, il sera châtié en temps et en heure. On enchaîne avec un homme qui a délaissé l'Allianz Riviera pour le Santiago Bernabéu dans l'espoir d'y voir jouer un nouveau Ballon d'Or. Malheureusement, Lamine Yamal n'a fini que 8e du dernier classement. Thibaut Leplat est avec nous. Ouais, je crois qu'il avait fini derrière Mbappé quand même. Donc c'est déjà un premier trophée pour lui. C'est vrai que c'est pas si mal. Et enfin, lui, en termes de stade, il s'y connaît puisqu'il a lui-même créé une association pour militer pour plus de toilettes femmes à San Mamés et si possible avec des pissotières. Mesdames et messieurs, François Bessène est avec nous. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Alors, la vanne est très bonne par rapport à ce que j'ai dit dans un précédent épisode, mais cela peut sans doute expliquer que San Mamés soit un des stades les plus mixtes d'Europe en termes de public. Donc, plutôt que d'appeler sans cesse au développement du foot féminin comme un vœu pieux sans rien faire du tout, je pense qu'il serait en effet déjà bien de garantir que les stades soient tout aussi accueillants pour elles que pour nous. Bon, et vous l'avez entendu, Alexandre Benyaya est également avec nous pour évoquer le sujet du jour qui est, on le rappelle, les stades lieux de mémoire. On est parti pour cette première partie, les amis. Pour comprendre ce qu'est vraiment un stade, commençons par revenir à leurs origines. Tim, tu souhaitais remonter le temps et les civilisations pour comprendre le concept originel de stade. Oui, absolument. En préparant ce podcast, je me suis intéressé à ce qu'étaient les stades au-delà de ma connaissance itinérante à travers l'Europe. Et Alex a dit beaucoup de choses que j'avais notées également. Mais ce qui est intéressant, c'est que à travers mes voyages, j'ai eu la chance d'aller une fois à Uxmal, qui est une cité qui date eh bien de la civilisation maya. Et déjà, on trouve des stades. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas des lieux de pratique du sport, on ne trouve pas des lieux où les gens jouaient, mais on retrouve des lieux où les gens pratiquaient un sport et où ils étaient vus. Il y a systématiquement des tribunes, c'est la différence entre un terrain et un stade. Donc, il y a déjà très très tôt, très très loin, et après ça a été rappelé par Alex aussi à l'époque de l'Empire romain, il y a cette notion de on pratique le sport, mais on doit être vu en train de pratiquer le sport. Le sport est déjà un spectacle, est déjà quelque chose pour les gens, est déjà un lieu de rassemblement. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'exceptionnel. Alors une fois qu'on a fait ce très lointain bond en arrière, on peut effectivement revenir à des choses plus récentes, à la création des tout premiers stades en Europe, à Sheffield notamment en 1855, 1892 pour Goodison Park du côté de Liverpool, qui sont pratiquement les stades les plus récents. Et c'est à partir de cette période qu'on a commencé à construire des stades de football à proprement parler. On a décidé de dire que le football, ce n'est pas simplement quelque chose qui est joué à 11 contre 11, c'est quelque chose qui est joué à 11 contre 11, mais qui doit être vu, qui doit être observé, qui doit permettre de rassembler les gens autour d'une seule et même idée, celle de voir gagner les verts contre les bleus ou les rouges contre les jaunes. Donc, c'est pour moi un petit peu le point de départ de ce dont on doit parler, de ce dont on veut parler aujourd'hui en disant les stades, c'est un lieu de mémoire. C'est avant tout un lieu de rassemblement. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand vous allez dans une ville qui n'est pas Séville ou Florence, où il y a mille et une choses à visiter, eh bien parfois il n'y a pas grand-chose d'autre à voir que le stade. Je suis bien placé pour en parler, même s'il y a plein de belles choses à Saint-Étienne.
Geoffroy Guichard est un monument à part entière. Pourquoi Geoffroy Guichard est un monument? Pourquoi à Sunderland, à Hambourg, pourquoi on va voir le stade? On va voir le stade parce qu'il porte quelque chose, y compris pour ceux qui ne sont pas de la ville, il porte quelque chose qui tient de l'identité de la ville. En fait, le stade, c'est un lieu social, un lieu de construction d'une identité et surtout d'une identité commune qui porte, qui berce pendant des générations et des générations les valeurs d'une population, les espoirs d'une population, les détresses d'une population, et c'est ça qui crée en fait un sentiment de communauté. Le stade est évidemment un lieu de mémoire parce que c'est un lieu où la communauté existe. J'ai toujours eu beaucoup d'affect pour l'aspect social du football parce qu'en fait, il y a des gens qui n'appartiennent à aucun groupe social. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement de famille, qui sont au chômage, qui n'ont pas spécialement d'amis. Peut-être que c'est pas le cas de nous 5 aujourd'hui. Peut-être qu'on a un groupe familial, un groupe professionnel. Mais le stade permet à ces gens sans groupe social, eh bien, d'appartenir à quelque chose une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines, ils viennent appartenir à quelque chose et le stade est le berceau de ça. Donc, en fait, dans un pays, dans une Europe et dans un pays aujourd'hui où le sentiment de communauté n'existe pas du tout comme il peut exister sur certains territoires anglo-saxons, à commencer par les États-Unis, il n'y a pas de sentiment de communauté religieuse, de communauté de quartier, par exemple. Ça n'existe pas en France. C'est pas pour dire que c'est chacun pour sa gueule, mais c'est un peu comme ça. Et ben, le stade est aujourd'hui le seul et le dernier endroit qui porte les valeurs communes d'une population, qui porte les espoirs communs et qui porte une identité. Il y a 2 phrases que j'ai empruntées pour ce podcast. C'est toujours un peu d'intelligence surgelée. Quand on en manque, c'est toujours pratique. Albert Camus qui disait qu'il n'y a pas d'endroit au monde où on est plus heureux que dans un stade de football. Je n'ai pas eu la chance d'être père, je ne suis pas quelqu'un de marié, donc je ne vexerai personne en disant que les plus beaux jours de ma vie ont probablement été dans des stades de football. Et je sais que pour cette communauté qui est la mienne, la communauté des Stéphanois, le peuple vert, eh bien, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Et donc, Geoffroy Guichard est un endroit éminemment important. C'est le centre de ma ville. Et c'est le cas, je prends l'exemple de Geoffroy Guichard parce que je suis stéphanois, mais c'est le cas bien ailleurs et je parlerai tout à l'heure d'autres stades que j'ai rencontrés. Et puis, j'ai entendu, et pour moi, ça résume finalement tout, cette phrase dans un excellent reportage sur le Calcio Storico, une phrase qui est à l'entrée d'un lieu d'entraînement, pour le coup, pas d'un stade, mais qui pour moi résume absolument ce qu'est un stade de football et je conclurai là-dessus. Ce n'est pas une église et pourtant on y prie. Ce ne sera jamais une école, mais on y apprend la vie. Il ne s'agit pas d'une tranchée, mais on s'y prépare à la guerre. Tu pourras aller n'importe où, mais c'est ici que sera ta maison, car c'est ici que ton cœur bat le plus fort. C'est beau. Merci Timothée. Thibaut, je me tourne vers toi. Tu voulais faire une distinction importante entre l'histoire et la mémoire. Oui, alors pour rebondir sur ce que vient de dire très justement Tim, pour revenir un peu sur l'intitulé de cette émission, le stade est-il un lieu de mémoire? D'abord, il faut revenir sur l'idée de mémoire et de se demander pourquoi il serait pas un lieu d'histoire. On parle d'histoire en permanence quand on parle de football, d'histoire des clubs, d'histoire des équipes, d'histoire des lieux. On ne cesse d'invoquer des records historiques, des enchaînements. Enfin, le Ballon d'Or, par exemple, est un des exemples. On parle de l'histoire du Ballon d'Or. L'histoire est un concept qui est omniprésent et pourtant, je crois, très mal employé dans le cadre du sport et en particulier des stades. Pourquoi ? Parce que il faut revenir à la distinction que fait Pierre Nora dans les lieux de mémoire. Pour les gens qui connaissent, c'est une somme historique sur les grands moments et comment dire, pas les grands moments, pas les grandes dates, justement pas du tout les grandes dates, mais les lieux dans lesquels se manifeste l'identité française, un destin collectif. Et c'est pas nécessairement une date historique, c'est pas nécessairement lié à un événement. Un lieu de mémoire n'est pas un événement. Un lieu de mémoire, c'est un endroit dans lequel, c'est un nœud dans lequel un destin collectif s'incarne. Et la mémoire, c'est quoi ? La mémoire, la différence avec l'histoire, je rappelle, l'histoire, c'est au-delà des cours d'histoire que vous faites en 4e ou 3e, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'est véritablement l'histoire. L'histoire, c'est une science qui se fonde sur les archives, sur des documents, et qui élabore des théories sur le passé, et qui essaie de mettre en cohérence des documents qu'elle peut récolter
pour essayer de comprendre le passé. Voilà. Donc elle a une ambition historique, l'histoire. Elle n'est pas là pour juste raconter des histoires précisément. Elle est là pour dire, voilà, les causes de la Première Guerre mondiale sont tel événement, tel événement, tel événement. Le traité de Vienne, tels étaient les protagonistes, etc., etc. Donc tout ça, elle se fonde sur des événements et sur des archives. La mémoire, c'est très différent. La mémoire, c'est un ensemble de souvenirs, un ensemble de langages, un ensemble d'imaginaires qui est convoqué par des personnes vivantes et non pas invité par des documents. C'est quelque chose qui est propre aux personnes et c'est quelque chose qui est invoqué par du langage, donc par des souvenirs, à des moments de communauté. La mémoire, par exemple, c'est célébrer les grands matchs, les grands joueurs de telle équipe. C'est ce moment où on va transmettre à son enfant, où on va discuter avec son père de tel ou tel événement. La mémoire, c'est ce qu'on va raviver. La mémoire, elle a besoin sans arrêt d'être réactualisée. Elle a besoin d'être convoquée dans le présent. La mémoire, elle n'a pas quelque chose à voir avec le passé, pas uniquement. La mémoire, elle a quelque chose à voir avec le présent. C'est ce moment où on va convoquer les souvenirs. Elle n'a pas quelque chose vraiment à voir avec l'histoire. Elle ressemble à l'histoire parce qu'elle parle du passé, mais elle parle du passé d'une manière extrêmement vivante et extrêmement présente. Donc évidemment, le stade, à quel registre appartient le stade ? Évidemment, il appartient au registre de la mémoire parce qu'il est ce lieu précisément inscrit dans le présent qui peut convoquer l'imaginaire, mais cet imaginaire n'est convoqué pas par des documents ou par des événements célèbres, et encore, peut-être un événement, un grand match, ça n'a rien à voir, ça pèse pas très lourd face au débarquement allié en 44 ou Vichy, on est quand même très loin d'événements historiques. Par contre, on est de l'ordre de la transmission, un grand match, un grand derby, qui n'existe donc que par l'acte même de transmettre. Et donc, le stade, c'est l'endroit même où se cristallise, où s'incarne la mémoire d'un club, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'il est présent dans la continuité du passé, mais qu'il est présent dans le présent, si je puis dire. Et donc, je crois que la question que je voulais poser dans ce podcast-là, c'était de rappeler combien le stade est un lieu vivant, combien le dialogue entre le passé et le présent est omniprésent. On voit bien que le terme présent revient sans cesse, parce qu'il est ce qu'appelle donc Pierre Nora, ce moment où on va convoquer une mémoire collective et donc commune pour nous faire exister dans le présent. Et le sens même d'une communauté, c'est ça. C'est un ensemble de souvenirs qu'on partage, et qu'on partage au sens actif du terme. C'est précisément parce qu'on en parle qu'on le partage. C'est par exemple dans le sport français, on va parler du Tour de France, ça va être Indurain, ça va être Yannick Noah 83. Ce sont des mémoires qui n'existent que parce qu'on les convoque. Il y a personne qui va faire un monument à Yannick Noah 83. Enfin, on pourrait le faire, mais bon, ce serait pas à l'échelle de l'histoire de France, ça pèse pas très lourd. En revanche, à l'échelle de ce qu'est le sport et de ce que c'est qu'un stade comme Roland-Garros, par exemple, ça pèse très lourd. Donc il faut bien comprendre que la mémoire est extrêmement fragile, beaucoup plus fragile que l'histoire, parce qu'elle n'est pas nécessairement écrite. La mémoire se transmet, je le répète, et c'est un lieu vivant par excellence. Et comment se transmet cette mémoire ? Par le témoignage et non pas par des documents, c'est-à-dire par des vivants, par les gens qui ont vécu les choses et qui vont nous les transmettre. Et c'est la raison pour laquelle le stade est un élément fondamental. On le voit en ce moment où l'affluence dans les stades progresse dans tous les pays européens, pas propre à la France. Dans une époque où on a beaucoup d'économies numériques, on a beaucoup de gens qui sont tout seuls chez eux ou qui communiquent par écran. Eh bien, justement à ce moment-là, les gens ont envie de se retrouver au stade, de se retrouver en dehors des écrans et de partager quelque chose de plus grand qu'eux. Ce plus grand qu'eux, c'est une mémoire commune, c'est appartenir à une communauté. Et on voit bien à travers le stade que l'appartenance à une communauté passe par un lieu géographique, mais aussi un lieu, comme dirait Pierre Nora, un lieu mémoriel dans lequel on va se retrouver au moment où on va sortir du stade. Bien, merci Thibaut. François, toi, tu estimes que dans un stade, la mémoire n'est pas qu'individuelle, mais aussi collective et permet de se rappeler aux bons souvenirs d'hommes forts de la vie politique d'un club ou d'une ville. Bien, tout à fait, on en a beaucoup parlé. La mémoire, ce sont les émotions qu'on a tous partagées, un but ou même juste un match. Mais il y a un élément qui passe presque inaperçu dans tout ce dont on a parlé, c'est le nom du stade. Et celui-ci rend souvent hommage aux politiques, à d'anciens sportifs,
à des résistants ou héros de guerre, beaucoup en France d'ailleurs. Mais depuis une petite vingtaine d'années, le nom du stade ça se rapporte aussi parfois à une entreprise. Alors, commençons par un rapide tour d'Europe. En France, on a 4 stades de Ligue 1 qui ont un nom d'entreprise, mais la plupart ont des noms de lieux, par exemple la Beaujoire, la Méno, ou de politiques et de personnalités, mais souvent non liés au sport. Louis II à Monaco, l'abbé Deschamps, Delaune, Pierre Mauroy, Le Blé. Et notons d'ailleurs, et c'est une exception française, que les namings d'entreprises ne sont pas totalement assumés, car on a gardé le nom d'origine. Par exemple, on parle de l'Arena Décathlon Pierre Mauroy à Lille ou de l'Orange Vélodrome. En Italie, par contre, on rend principalement hommage aux légendes du foot, ce qui montre tout l'amour de ce pays pour ce sport magnifique. Il n'y a que 2 namings d'entreprise. En Italie, c'est l'Allianz Stadium de la Juventus et la Dacia Arena de l'Udinese. Mais la plupart des clubs, en fait, rendent eux hommage à des anciens joueurs ou dirigeants de leur club. On a Milan, évidemment, San Siro, Giuseppe Meazza, joueur des 2 clubs dans les années 30 et 40. On a Naples, et c'est un cas récent, où le stade a été renommé Diego Armando Maradona. On a la Fiorentina avec Artemio Franchi, qui était président de la Fédération italienne et également de l'UEFA. Je pourrais vous citer Bologne, le stade Renato Dallara, qui était président de Bologne pendant à peu près 30 ans. Mais je pourrais également vous parler d'Empoli, de Parme, du Genoa et de plein d'autres clubs. À l'opposé, par contre, allons chez nos amis allemands. Eux, par contre, depuis la Coupe du Monde 2006, chez eux, il y a eu un énorme développement du naming d'entreprise. Sur les 18 clubs de Bundesliga, plus de 10 ont un nom d'entreprise. On a le Signal Iduna Park à Dortmund, on a l'Allianz Arena à Munich, on a la Deutsche Bank Park à Francfort, on a Mercedes à Stuttgart, on a Red Bull évidemment à Leipzig, on a la B Arena à Leverkusen, et il y a plein d'autres exemples. Maintenant, la question à se poser quand on voit tout ça, parce qu'en Angleterre, c'est pareil, il y a de tête, il y a 4 stades qui ont un naming, et en Espagne, il n'y en a que 3. C'est l'Atlético, c'est le Barça et c'est la Real Sociedad. Mais maintenant qu'on voit ces chiffres, on se dit, ça rapporte quoi en fait de vendre une partie de l'identité de ce qui unit les gens toutes les 2 semaines dans mon territoire? Alors en fait, les chiffres varient beaucoup d'un stade à l'autre, et même j'ai envie de dire d'un pays à un autre. Alors commençons par chez nous, la France. Groupama à Lyon verserait, je mets du conditionnel, entre 5 et 6 millions d'euros par an. Orange à Marseille, ce serait entre 2 et 3 millions d'euros. On le voit, on est très loin par exemple de l'Angleterre où City et Arsenal, eux avec Etihad et Emirates, touchent plus de 20 millions d'euros par an. En Allemagne, les chiffres sont plus faibles, ils se rapprochent plus de la France. Francfort, c'est entre 3 et 4 millions d'euros. Et même Munich, avec Allianz, c'est 10 millions. Après, il faut se rappeler que Allianz est un actionnaire du club, donc potentiellement, il ne met pas le prix en adéquation avec ce que représente le Bayern en Europe. Et il y a un dernier venu. Eh ben, c'est, alors je retrouve juste le nom exact, c'est Riyad Air à Madrid qui vient de remplacer Civitas pour renommer le Metropolitano. Et selon ce qui sort dans la presse, la compagnie aérienne saoudienne aurait versé 40 millions d'euros par an pour accoler son nom au stade. D'ailleurs, tu sais, François, là-dessus, ce qui est marrant, c'est que j'étais cette semaine, donc c'est Riyad Air, et en fait, les gens ici, ils le disent Ryanair, et donc ça fait une pub en fait pour Ryanair et pas pour Riyad Air, une pub gratos pour Ryanair. Genre, j'étais là au match, c'était tout le monde, les gens ils disent Ryanair, le Metropolitano. Pardon, je t'ai cassé ton truc. Alors, ne t'inquiète pas, je pense que... Mais tu sais que c'est une vraie problématique, en fait, même quand une entreprise cherche un nom d'entreprise, et surtout à l'international, c'est comment ça va se prononcer. Est-ce que ça va bien passer? On pourrait rappeler cette petite anecdote que le nom de la mascotte de l'Euro 2016 en France était un nom de sextoy au Royaume-Uni, ce qui fait que la mascotte ne s'est pas vendue. Et ça, il faut faire très attention, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, si vraiment à Madrid, on est en train de parler de la Ryanair... Bah ouais, 40 millions d'euros, et ils disent que c'est la pub pour Ryanair, en fait. Et bah, il va vite falloir qu'ils trouvent un autre moyen. Ils vont l'appeler Saudi Airlines et ça va aller plus vite. Ouais. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que là, on a parlé du naming, mais en fait, il y a plein d'autres sources de revenus aujourd'hui dans un stade pour essayer de faire vivre la mémoire. Parce que la mémoire, c'est ce que les gens vont partager en famille ou entre amis au stade lors des matchs toutes les 2 semaines. Mais il faut bien imaginer qu'il y a des événements à partager toute l'année dans les stades. Et la plupart des clubs européens, et d'ailleurs les clubs français, on va en parler, ont essayé de développer tout ça. Je vais vous proposer une liste qu'on pourrait qualifier de liste à la Prévert. Je vais vous parler de plein de choses pour voir comment aujourd'hui on peut faire grandir la mémoire
ou du moins la partager au plus grand nombre vu que les prix des places sont de plus en plus chers. Alors, commençons par ce qui paraît le plus évident mais qui n'est pas encore si développé, c'est le restaurant ou le bar dans le stade. Alors, Thibaut, tu connais parfaitement Madrid. Le Santiago Bernabéu, avant les travaux, avait un restaurant asiatique qui avait une vue sur la pelouse, restaurant délicieux d'ailleurs, qui à mon avis va rouvrir. À Bilbao, et évidemment à tout seigneur, tout honneur, il y a deux restaurants. Il y a le restaurant qui s'appelle El Campo de los Ingleses, qui est un bar à pinchos, que je vous recommande. Et il y a également le bar Gueurilla, qui en fait est ouvert les jours de match pour en fait servir en bière et autres boissons tout le public qui vient au stade. Mais c'est également vrai dans des petites villes, et je vais parler de Suisse. Le Lausanne Sport a un très joli stade qui s'appelle le stade de la Tuilière, et il a un restaurant dans son stade qui ouvre avant et après le match. On a également le musée du stade. Alors là, on va faire plaisir à Tim. Le musée des Verts Geoffroy Guichard, c'est une recommandation du COMEX. Il est magnifique ce musée parce qu'en fait, il apporte, il arrive à mélanger l'histoire et la mémoire. Les poteaux carrés, les voitures qui avaient défilé sur les champs, des vieux maillots. Et en fait, c'est ça également, faire développer un stade, lieu de mémoire pour tous, et pas uniquement pour ceux qui viennent au stade toutes les 2 semaines. Il y a un magnifique musée Anfield, un magnifique musée au Bernabéu, au Camp Nou, à San Mamés. C'est vrai que les Espagnols et les Anglais ont très vite développé ces très beaux musées. On a également la création de bureaux. C'est de plus en plus un classique. Alors, je vais encore parler de l'Athletic Club de Bilbao. Lorsque tu achètes une loge à Bilbao, tu achètes également le droit d'y venir toute l'année pour recevoir tes clients, pour travailler ou pour faire des séminaires. Le stade Jean-Point à Paris en rugby, qui sera sans doute le stade du Paris FC, a un incubateur de start-up. Donc ça se développe également parce que ces infrastructures très chères à amortir et très chères également à entretenir, eh bien il faut les faire vivre. On a la salle de sport à l'Allianz Riviera, Thibaut me le confirmera, mais il y a un Basic Fit. À Bilbao, on a un gymnase municipal et une piscine sur San Mamés. On y accède par les gradins. Le PSG, lors du Classico, évidemment encore une fois gagné par le PSG, mais ça c'est un autre sujet, a ouvert une de ses tribunes à ses supporters pour venir voir le match dans les conditions d'un match. On a les clubs qui développent des hôtels. Alors, le Parc des Princes, ça fait parler puisqu'ils ont ouvert une chambre. Mais c'est le Stade Océane au Havre qui a ouvert un hôtel avec plusieurs chambres. On a des clubs qui proposent des escape games, le Parc des Princes, la Beaujoire. Donc, en conclusion, il y a 1000 façons de partager la mémoire au stade, bien au-delà du simple match. Sachant que pour moi, le but, c'est qu'il faut démocratiser ce lieu qui est un lieu de vie, un lieu d'émotion et, comme l'a dit Tim, un lieu de partage qui est peut-être le dernier lieu où qui que nous soyons, nous sommes unis par un seul amour, celui du ballon rond. Merci François, c'est la fin de cette première partie de notre épisode. Je vous propose d'aller prendre une petite respiration avant d'entamer notre deuxième partie. Avant de se replonger dans nos mémoires, prenons quelques instants pour parler du partenaire de ce podcast, la revue de l'Afterfoot. Le 16e numéro de la revue de l'After 100% président est toujours disponible. Vous y retrouverez vos rubriques habituelles, comme les avis tranchés et unpopular opinion, parmi lesquels les membres du COMEX ont leur place de choix. Vous y découvrirez par exemple l'avis tranché de David Guzman sur Gérard Lopez, bizarre, ou les unpopular opinion de Sheriff Guémour et de notre cher Timothée sur l'avenir du football français et sur les désobéissances de ces ultras. Un numéro que vous pourrez vous procurer pour la coquette somme de 9,90 € sur le site l'after.media. Alors avant de reprendre notre bel échange, Alex, je te propose de nous résumer cette première partie pour commencer la deuxième dans de bonnes conditions. Ouais, première partie très intéressante avec Timothée qui nous explique que le stade, c'est ce qui constitue l'identité de la ville. Et plus que ça, c'est ce qui fait le lien entre des gens qui n'ont pas tous la chance d'appartenir à des groupes sociaux existants. Le stade leur permet de se retrouver toutes les 2 semaines pour appartenir à quelque chose, à un groupe, de créer finalement une forme d'identité. Et t'expliques aussi que dans certaines villes où, on citera pas la ville dont tu as parlé parce que je voudrais pas leur refaire offense une deuxième fois, mais dans certaines villes où les monuments manquent et le tourisme peut manquer, le stade fait partie intégrante de la ville et se visite comme une cathédrale. Thibaut, tu te réfères à Pierre Nora,
Tu expliques qu'un lieu de mémoire, c'est un lieu dans lequel un destin collectif s'incarne, et tu distingues la mémoire de l'histoire. La mémoire, c'est la transmission, et j'aime bien cette approche qui est presque psychanalytique finalement, parce que tu décris ce qui compte, que tu dis que finalement ce qui compte ici, c'est presque le ressenti des gens, c'est le souvenir, et un souvenir, c'est forcément interprété et soumis à l'émotion. Donc tu dis que le stade est l'endroit où s'incarne la mémoire du club, et tu rappelles à quel point le stade est un lieu vivant où le dialogue constamment le passé avec le présent, et ce dialogue se crée par le témoignage de gens qui ont vécu l'instant et qui en témoignent. François, quant à toi, tu parles des noms des stades pour faire une distinction sur la vision du foot de chaque pays, où en France, on a davantage de stades avec des noms de politiques ou de lieux, quand en Italie, on se réfère davantage à des légendes. En Allemagne, par exemple, on a beaucoup plus de sociétés, et tu poses la question de l'utilité du naming. Tu montres l'écart considérable qui existe entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre, par exemple, où le financement est beaucoup plus important chez les Anglais. Et tu finis cette partie sur l'importance de diversifier les activités dans ce stade pour renforcer l'identité et la mémoire collective. Merci Alex, on va pouvoir commencer cette deuxième partie. J'aimerais qu'on revienne sur un sujet d'actualité qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est le sujet du Parc des Princes. On sait qu'il y a de grosses tensions entre le club et la ville de Paris qui pourraient conduire à un déménagement. Et justement, Thibaut, toi, tu penses que c'est une mauvaise idée de la part des dirigeants parisiens? Oui, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que déjà chaque club a sa singularité, et que une des particularités du Paris Saint-Germain, c'est que c'est un club qui, à l'échelle européenne, est un club relativement récent, créé en 1970, qui a un palmarès qui grossit, mais qui a pas assez peu de palmarès européen, et qui est intimement lié à un stade, qui est le Parc des Princes. Le paradoxe, c'est qu'il n'a jamais été propriétaire du stade, et pourtant, l'existence de ce club est intimement liée à ce stade, parce que précisément, il a été créé comme le PFC, si je puis dire aussi, pour occuper ce stade. Le stade a préexisté au club. Et donc, il y a un rapport avec ce stade très particulier qu'on retrouve dans très peu de clubs. Peut-être Bernabéu a peut-être ça aussi en commun. C'est l'idée que si ce qui compte, c'est la transmission, si ce qui compte, c'est l'aspect vivant de la transmission, si dans un club comme le Paris Saint-Germain, qui manque peut-être de tradition, au même titre que d'autres grands clubs européens, l'aspect de transmission, l'aspect vivant du présent, l'aspect éminemment décisif de la mémoire vivante, fait que le stade en tant que tel, dans lequel se vivent les émotions, a une place d'autant plus importante dans l'identité du club. Et que la particularité du Parc des Princes, c'est que tu ne peux pas défaire le Parc des Princes de ce stade-là pour l'instant. Et qu'il est, à mon sens, prématuré pour le club de quitter cette enceinte, parce que l'existence même de ce club est liée à ce stade, et parce que moi je connais beaucoup de gens qui disent très ouvertement que le jour où le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes, ils quitteront eux-mêmes le Paris Saint-Germain. Tellement le club est lié à ce stade-là, qui a en plus une particularité architecturale. C'est une prouesse technique d'avoir réussi à faire ce stade qui rappelez-vous, est construit sur une autoroute, hein, qui est au-dessus du périphérique, donc il n'y a quasiment pas de fondation, et qui tient par un système d'architectural créé notamment par Roger Talibert, enfin qui a repris Roger Talibert dans sa construction, qui est un système un peu de pression, où ce sont des arcs-boutants qui tiennent un peu comme les cathédrales avec les clés de voûte. Ce stade est construit, il se tient lui-même par son propre poids, en quelque sorte. Et donc il a comme particularité architecturale à l'intérieur, en plus, d'avoir une certaine acoustique. Parce qu'un stade, c'est d'abord un son, un bruit. C'est ce que disait Roger Talibert, j'avais la chance de le rencontrer. Il disait d'abord, le stade, c'est d'abord le rapport au son. Et la particularité du plan du Parc des Princes, c'est que c'est un plan elliptique. Et le plan elliptique, c'est ce qui permet au son non pas de s'échapper, mais de tourner. Ce qui fait que quand tu rentres dans le Parc des Princes, c'est la sensation d'être pris par un tourbillon de son. Et c'est ce son-là qui donne cette sensation, cette atmosphère si particulière à ce stade-là. Et donc ce stade-là, il est à mon sens intimement lié à l'existence même de ce club, j'allais dire même à son histoire, parce qu'il est précisément le lieu dans lequel s'incarne ce club. Ce club qui en plus a beaucoup changé, a changé de dimension, est un club qui n'est pas un club patrimonial comme peut être comme l'Olympique de Marseille ou Saint-Étienne, qui sont liés à l'histoire d'une ville, qui sont liés à l'histoire d'un territoire. Le Parc des Princes est
une histoire très particulière, créée par un groupe de gens du showbiz, qui est un stade de paillettes, enfin un club paillettes, qui est un club qui est pas du tout un club populaire. Le Paris Saint-Germain, il a pas du tout cette identité populaire. Et donc, le rapport à son stade est vraiment son port d'attache. Et je pense que ce serait une idée catastrophique pour le Paris Saint-Germain de quitter ce club-là. Je ne vois en aucun cas le Paris Saint-Germain survivre même à un déménagement je ne sais où, à Versailles ou autre, au milieu d'un champ de patates. Je trouve éventuellement Saint-Cloud, parce qu'il y a effectivement une continuité avec Saint-Cloud à Paris, dans la banlieue proche. Mais vraiment, pour moi, depuis le début, je le pense, je pense que ce serait une erreur fondamentale, une erreur stratégique fondamentale du Paris Saint-Germain de quitter ce club à cause de cette idée précisément que ce stade-là est le lieu de mémoire du Paris Saint-Germain. Il est le seul lieu de mémoire du Paris Saint-Germain, d'autant plus maintenant qu'il a quitté le camp des loges. Ce que tu dis là, en plus, Thibaut, ça mène une autre question. Je vais me tourner vers toi, François, pour ça. Est-ce qu'on peut quitter son stade sans attaquer sa base client et donc ses revenus? C'est une question très très compliquée. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Thibaut. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 30 ans. Le Parc des Princes, c'est ma deuxième maison. Donc en fait, quitter le parc, c'est quitter la maison. Et moi, je fais partie de ces gens qui n'iront pas à, c'est c'est derrière le stade qui est envisagé, c'est derrière le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Ouais, on parle de Euh, Montigny-le-Bretonneux pour la c'est ville dans laquelle Voilà. j'ai grandi et je vous confirme que c'est un enfer. Donc, moi, la question, pour répondre à ta question, c'est pourquoi part-on? Est-ce qu'on part parce que le stade est vétuste? Est-ce qu'on part parce que nos supporters partent? Ça peut être, c'est aux États-Unis, les franchises déménagent, ce qui n'est pas du tout notre culture européenne. Est-ce que tu pars parce que tu as besoin de développer des revenus avec des hospitalités ou autres? Toutes ces problématiques doivent être abordées. Mais dans le cas du Paris Saint-Germain, moi je suis abonné, je peux te dire que les derniers matchs, le stade n'est pas plein. Donc en fait, pour moi, en plus, le PSG partirait pour des mauvaises raisons, parce qu'ils vont dire, on a besoin de continuer à grandir et à grossir, mais quand ils ont fait venir les plus grandes stars, ils étaient déficitaires dans des proportions qu'un nouveau stade n'aurait même pas pu combler. Parce que construire un stade, si c'est le Bernabéu, c'est 1 milliard. L'amortissement, c'est des années et des années. Donc, est-ce qu'on peut réussir en déménageant? En fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que beaucoup de clubs qui ont, entre guillemets, déménagé, en fait, ont construit leur stade juste à côté ou sur l'ancien stade. À Bilbao, c'était le cas. À Tottenham, c'était le cas. Et on pourrait même dire que Arsenal, ça a été le cas. Le stade est 200 mètres plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a une attache territoriale et il y a même une logique de transport. Les gens ont leurs habitudes. Le stade, c'est le poulet du dimanche, c'est le moment de communion familiale. Et en fait, transformer à ce point la destination, le lieu. Thibaut parlait du son, on pourrait parler des odeurs, on pourrait parler de la lumière, on pourrait parler de tout ce qui fait que les gens se sentent chez eux. Et c'est intéressant, il y a deux clubs il y a plusieurs clubs qui ont déménagé dernièrement. Il y a un club, je dirais, ça s'est bien passé, deux, ça s'est moins bien passé. Le club où ça s'est bien passé, c'est l'Atlético. Alors c'est particulier l'Atlético parce que le Metropolitano, c'est leur stade historique. Donc en fait, en déménageant du Calderón vers le Metropolitano, en fait, ils ont retrouvé leur histoire d'une certaine façon. Ils s'étaient approprié le Calderón qui est dans le sud de Madrid et ils sont revenus au Metropolitano dans l'Est. Donc, à la rigueur, ils ont renoué avec leur histoire. Mais si on parle de Nice, si on parle de Lyon, les deux sont allés hors des centres-villes. C'est compliqué d'y aller en transport en commun. Et il y a une histoire à créer, une mémoire commune à créer. Et pour l'instant, ces deux clubs n'ont pas réussi à créer cette mémoire. D'ailleurs, C'est-à-dire que François, parce Lyon, que très sur souvent, Nice, précisément, sur la question de Nice, effectivement, tu as parfaitement raison, surtout qu'il y a un écart énorme entre ce qu'était le Ray, le stade du Ray, et ce qu'est qui était un stade vraiment à l'ancienne, quoi, vétuste, mais avec un charme incroyable en centre-ville, et en même temps, au-dessus des collines du parc Chambrun, enfin, un truc extraordinaire, et l'Alliance Riviera, qui est dans un centre commercial sur la plaine du Var, à côté d'une autoroute, absolument sans charme. Et la question, je voulais en venir, c'est que pourquoi ce sont des lieux? Parce que ce sont des lieux qu'on habite. Et qu'est-ce que c'est qu'habiter? C'est avoir des habitudes, quelque part. Et effectivement, ce que tu dis là, c'est que si tu n'as pas d'habitude dans un lieu, tu ne peux pas l'habiter. C'est ça un lieu. Un lieu, c'est pas quelque chose d'anonyme, c'est pas un site.
Un lieu, c'est un endroit dans lequel tu te retrouves. Et c'est pour ça que le lieu de mémoire, ça me permet de préciser ça, c'est que le lieu de mémoire n'est pas un lieu géographique nécessairement. C'est un lieu où on se retrouve, où il y a un foyer, mais qui est un foyer mémoriel. Et ce que tu dis est très important et très intéressant, de dire qu'il y a des changements. Effectivement, le Metropolitano, ça correspondait aussi à une époque où le club a grandi. Donc ça a permis aussi de faire ce changement. Et ça a fonctionné pour l'instant. Ça a fonctionné. L'Alliance Riviera, c'est très compliqué à remplir. En plus, tu passes de 13 000, 14 000 à 35 000. Donc c'est très compliqué. Oui, on a parlé de quelques exemples réussis sur le changement de stade. Il y en a beaucoup qui ont déçu sur ce dont parle Thibaut, sur le Parc des Princes et sur les supporters du Paris Saint-Germain qui pourraient ne plus suivre leur club s'ils devaient quitter leur foyer initial. On s'est aperçu avec le Ray, par exemple, bien que je vous parle que de stades que j'ai connus, où j'ai commenté des matchs quand c'était au Ray et quand j'ai commenté à l'Alliance Riviera. Je pourrais vous parler de Chabandelmas et du nouveau stade de Bordeaux. Je peux vous parler de Léon Bollé et du MM Arena, et je peux vous parler de Gerland et du nouveau stade à Lyon, le stade des Lumières à Dessines. À chaque fois, la transition, elle s'est pas toujours bien faite. À Lyon, ça a été relativement porté par des résultats. C'est-à-dire que c'est aussi une période où les résultats allaient bien, c'était un peu plus facile d'accepter le changement. Mais on a vu que ça a été une balle tirée dans le pied de beaucoup de ces clubs qui ont décidé de changer de stade pour des enceintes plus modernes. Encore une fois, à quelle fin? En général, dans le but d'avoir plus de VIP, plus de loges, donc plus d'espace où on va recevoir des gens. Ces gens qu'on reçoit, ce sont des invités, ce sont des gens de passage. Après, à Lyon, il y avait une logique capitalistique, Tim. À Lyon, il y a quand même l'idée que ça devenait un actif du club. C'était quand même quelque chose d'important, quoi. Ça, c'était devenu propriétaire. Oui, devenir propriétaire, mais c'était aussi d'avoir un outil peut-être plus adapté. Et c'est finalement quelque chose qui revient à une idée assez française, malheureusement, du sport comme une sous-culture, comme de la culture, mais la culture de seconde zone. Quand on va à Verdun, quand on va au Plage du Débarquement, on accepte volontiers de revenir en disant il se passe quelque chose. Il y a un truc de particulier quand on est là-bas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'ose pas le dire avec un stade de foot? La vérité, c'est que Gerland, tout Gerland qu'il est et tout ennemi de Saint-Étienne qu'il est, à Gerland quand il y allait, il se passait quelque chose. Gerland vide, c'était quelque chose. Le stade de Dessines vide, c'est rien du tout. Honnêtement, c'est valable pour Chabandelmas et pour le Matmut Atlantique. À Chabandelmas, ces arcades, elles portaient quelque chose. Alors évidemment qu'elles portent aussi quelque chose d'inconscient, d'imprimé dans ta rétine. Tu as vu des matchs se dérouler là-bas et du coup, tu te dis ah bah tiens, je suis dans un endroit que j'ai vu à la télé maintes et maintes fois. Mais la vérité, c'est que effectivement, il y a des odeurs, il y a des choses écrites sur les murs, il y a un ressenti, une énergie. Et c'est pas parce que c'est un stade de foot que ça doit être différent d'un musée, d'un lieu de mémoire, autre que celui-là. Moi, l'exemple le plus frappant que j'ai connu, c'est la première fois que je suis allé à Naples. C'était encore le San Paolo. Quand je suis arrivé et que j'étais dans la voiture, j'étais en train de passer un coup de fil professionnel et je vois ce truc à ma gauche et je me dis, ça peut pas être là. Ça là, cette espèce d'échafaudage rouillé, ça ne peut pas être le San Paolo. J'étais pas concentré, j'étais pas dedans. Je me dis, ça peut pas tenir 80 000 personnes. Je tourne, je reviens à ce qu'est le stade. J'étais donc là en veille de match, et il n'y avait pas un chat. Je reviens, je m'aperçois que c'est bel et bien là. J'ouvre la porte et je prends une première gifle en me disant, waouh. En fait, cet échafaudage rouillé, il porte des années et des années de football. Il porte les pas de Maradona, il porte des titres du Napoli. Et 24 heures plus tard, je reviens jour de match. Et là, cette espèce de ruine devient probablement l'un des plus beaux stades que j'ai vu au monde. Pourquoi? Pas parce qu'il était architecturalement plus beau que la veille, pas parce que la rouille était partie et avait été remplacée par un chrome impeccable. Non. Il était devenu quelque chose parce que toutes les personnes autour recréent
la mémoire, recréer l'histoire, recréer le storytelling Parce qu'ils de l'ont ce qu'était habité. le SSC Napoli. C'est le sens Et- de l'habitude. Ils l'ont habité. La force de l'habitude, c'est ça? Voilà, la force de l'habitude, la force de la mémoire, la force de ce lieu commun, de ce foyer commun, en fait. Mais C'est c'est exactement ce que j'ai ressenti à Maradona, qui est anciennement sans. Tim, c'est ouf ce que tu dis parce que j'ai regardé un reportage sur Naples il y a pas longtemps et c'est le speaker là, tu sais, qui finissait toujours par répéter Higuaín 9 fois et il dit exactement la même chose que toi. Il dit ce stade c'est une ruine, mais dès que tu nous mets dedans, il y a une magie qui s'opère et qui transforme tout. Et j'y suis allé aussi, j'ai eu la chance d'aller dans ce stade et c'est vrai que c'est hallucinant. T'as vraiment l'impression que la tribune va s'écrouler sous tes pieds, ça tremble presque, le béton est fissuré. Enfin, c'est vraiment inquiétant, mais t'oublies tout en fait, t'oublies tout parce que t'es emporté par cette émotion collective et puis le côté un peu sanguin des Napolitains qui passent un peu du rire aux larmes en une action et en fait cette émotion elle se transmet même pour moi qui était neutre et qui n'était pas supporter napolitain, je l'ai complètement j'ai été en fait je me suis identifié à eux quoi et c'est ça qui je trouve est assez fascinant dans un stade et qui peut parfois avoir des effets pervers, c'est que on est emporté avec le groupe pour le meilleur et pour le pire, quoi. Tu es complètement happé. Tu es complètement happé. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives un jour de match à Naples, tu ne peux pas, enfin, à mon humble avis, à part à être Juventini, tu ne peux pas ne pas te dire, au moins pour les 90 minutes qui viennent, je vais supporter cette équipe. En fait, ça me paraît impossible d'arriver dans ce stade et d'être complètement neutre. Et même en étant journaliste, c'est difficile. Il y a un autre stade qui m'a fait cet effet et qui est très fort en termes d'idée de mémoire, mais là, c'est plus architectural. C'est le stade du Dynamo Kiev, le Lobanovski, qui est en plein centre-ville, qui est un stade qui a connu Un tel qu'une bonne architecture soviétique. exactement architecture Le soviétique. Loujniki est peut-être le plus beau stade qui soit. Le Loujniki, il est d'une beauté folle. Le Loujniki, oui. Là, sur le Lobanovski, tu rentres dans un stade qui est assez particulier, assez vétuste. Et ce qui est frappant, là encore, ça porte une histoire, mais pour le coup, c'est un peu moins sensoriel, c'est un peu plus évident. C'est que tu te retrouves à traverser des méandres de bureaux avec des boiseries à hauteur d'homme, avec d'énormes canapés, parce qu'en fait, c'est le club des apparatchiks de la ville, et donc ça porte en fait toute l'histoire d'une certaine manière de l'Ukraine passée et récente jusqu'à depuis l'indépendance de l'Ukraine et même avant. Donc il y a ces endroits, ils portent quelque chose, et c'est pour ça que créer quelque chose de nouveau, pour conclure et revenir à ce dont on parlait, c'est-à-dire l'idée que le Paris Saint-Germain puisse partir, c'est extrêmement difficile de recréer un sentiment d'attachement. Tu parles parce qu'on parle de déménagement, mais il y a un vrai sujet, c'est les meubles. Ça a l'air de rien, mais quand vous déménagez, vous essayez de recréer un chez-soi et d'un certain côté, vous essayez de recréer une partie de ce qui vous a fait aimer votre cocon précédent. Et il y a des stades, et en Angleterre, par exemple, Arsenal a amené l'horloge. L'horloge historique d'Highbury a été emmenée à l'Emirates. Et en fait, peut-être ce qu'on peut reprocher à tous ces stades modernes, que ce soit Lyon, Nice ou autre, c'est qu'ils sont partis les mains vides. Ils n'ont emmené ni l'âme, ni les meubles. Et parfois, ils n'ont même pas emmené les supporters. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'à Bilbao, et c'est quelque chose de très important, le stade de Bilbao, historiquement, était connu pour son arc. Il avait une sorte de grande arche qui traversait toute la tribune latérale, qui avait été inaugurée pour la Coupe du Monde 82 en Espagne. Et ben cette arche ne pouvait pas être mise dans le nouveau stade beaucoup plus moderne. Et ben en fait, ils ont décidé de l'emmener au centre d'entraînement pour garder à jamais cette histoire. Et d'ailleurs, les lignes de la pelouse de San Mamés sont tracées sur le parvis du nouveau San Mamés. Donc en fait, quand vous déménagez, il faut pas partir les mains vides. Vous emmenez ce qui a fait que vous avez aimé cet endroit. Et je pense qu'on a beaucoup parlé de sensorialité. Ces nouveaux stades qui sont globalement froids, et je pense que le fait qu'ils se ressemblent tous fait qu'en fait on a du mal à se les approprier. Et le Parc des Princes est une œuvre d'art. Thibaut en a parlé, mais c'est un chef-d'œuvre de Roger Talibert. Et c'est d'ailleurs grâce à ça et qu'il a gagné le concours pour les Jeux Olympiques de Montréal, pour le stade olympique. Il faut se rendre compte que peut-être qu'il faut redonner dans le design des stades, et ça coûte très cher, une certaine humanité et en fait une certaine appropriation culturelle.
Oui, c'est pour ça que c'est très important de bien distinguer l'histoire de la mémoire. On voit bien qu'une horloge, l'horloge d'Highbury, c'est pas un objet historique. C'est pas le traité de Westphalie. Tu vois, enfin, on voit bien que c'est quelque chose d'anodin et qui est chargé de sens par le présent. Et la mémoire est un autre type de rapport au passé qui est pas un rapport historique, universitaire. C'est un rapport vivant. Et si personne ne te parle de l'horloge d'Highbury, elle perd de sa valeur en fait. Et elle existe précisément pour qu'on continue à en parler et pour tisser ce lien avec Highbury. Et je crois que le déménagement d'Highbury à l'Emirates, ça a été traumatique pour Arsenal. Ça a été très compliqué pour eux, surtout ça a donné lieu à beaucoup d'économies, etc. Donc ça a été un des premiers à le faire, un des grands stades à le faire, et un des grands clubs à déménager comme ça. Et surtout qu'à Highbury, il y avait un charme incroyable. Et pour revenir sur Nice, ils ont gardé un tout petit bout de tribune dans ce qui a remplacé maintenant le Ray, qui est un parc alors ils ont mis quelques immeubles et ils ont mis un jardin public. Et ils ont gardé un petit bout de la tribune de la BSN, mais un tout petit bout, et ils ont gardé juste les guichets à l'entrée. Mais c'est d'une tristesse à mourir en fait, parce que quand tu vas ensuite à l'Alliance Riviera, il y a pas grand chose qui rappelle le Ray à part le nom. Ils ont gardé le nom des tribunes. Mais la grande difficulté qu'ils ont, c'est qu'en plus l'architecture est une architecture en acier, béton, donc comme on fait tous les stades maintenant, donc vous avez tout en béton et par-dessus l'espèce de couverture en des sortes de plastique qui de loin fait beau, mais qui en fait quand vous vous en rapprochez n'a aucune valeur architecturale en fait. C'est vraiment du plastique. Et d'ailleurs Talibert m'avait raconté que c'était des stades à courant d'air, comme le Stade de France, où il disait le son s'en va, le son s'échappe, donc il n'y a pas d'atmosphère. L'atmosphère n'est pas créée par l'édifice lui-même. Et ça, c'est un vrai problème. Tous les grands stades sont maintenant, même le Metropolitano, ils ont mis une cubierta dessus. Pareil, le son a tendance à s'échapper. Ce qu'avait pas le Calderon. Alors, le Calderon, il était ouvert d'un côté, donc c'était encore c'était plus chaotique. Mais une des grosses difficultés, pour revenir au Parc des Princes, c'est d'habiter un stade par un club qui n'a plus d'habitude. Et que un club se constitue par ses habitudes, et un club aussi fragile comme le Paris Saint-Germain ne peut pas se priver à ce point de son seul lieu de mémoire en quelque sorte. Je pense que c'est le dernier. Il y a pas, même Rai est parti au PFC. Je veux dire, il y a plus de lien en fait avec l'histoire du club, très peu. Donc pour moi, ça serait un suicide de la part du Paris Saint-Germain. Surtout si le PFC arrive et s'installe dans ce stade qui, d'ailleurs, historiquement, est aussi son stade. Donc il n'y aura pas de raison qui sont privés. Même s'il y a le projet Jean-Bouin, mais à mon avis, bon, on verra. Je voudrais juste dire un mot sur cette notion de mémoire. En fait, voilà, on a parlé de sentiment de communauté, de ce besoin de communauté. Il y a un besoin d'être rassuré aussi quand on va au stade. Et c'est pas tout à fait dans l'idée d'un lieu de mémoire, mais c'est dans la mémoire que porte un stade que cet exemple a du sens. J'ai eu la chance de couvrir la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun il y a quelques années, où un stade flambant neuf a été construit, le stade d'Olembe, qui se situe à peu près à une grosse... Quand il y a des bouchons, ça peut aller jusqu'à 6 heures, mais sinon, c'est 1 heure de route du centre de Yaoundé. Et c'est un stade absolument magnifique. Moi, le jour où je suis arrivé, la compétition n'avait pas commencé, je suis allé chercher mon accréditation et j'ai dit, waouh, c'est un stade qui n'a absolument rien à envier aux immenses stades allemands, anglais, français. Et puis ce stade a été tristement célèbre, puisque pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu une bousculade qui a provoqué 9 morts. Ça a été un moment assez terrible. Mais surtout, en tout cas surtout sur le plan sportif, le Cameroun a peiné dans ce stade. Le Cameroun a galéré. Une fois que ce drame s'est passé, un certain nombre des matchs prévus à Olembe ont été rapatriés à Ahidjo, le stade Amadou Ahidjo, qui est en plein centre de Yaoundé, qui est un vrai stade, un vieux stade, un stade. Quand vous le voyez, vous revoyez les images des Coupes d'Afrique des Nations qu'on suivait au début des années 90. Enfin, tout y est. Il est quasiment délabré. Et pourtant, il y a quelque chose. Et quand on est chez soi, on a besoin d'être rassuré. Eh ben, les Lions indomptables avaient conscience que dans ce stade, oui, ils avaient connu des défaites, mais ils avaient aussi connu des victoires et qu'ils étaient rassurés par ce stade-là. Et moi, ça m'avait frappé parce que le stade d'Olembe était quasiment vide pour tous les matchs.
y compris pour les matchs des Lions indomptables où c'était plein, mais enfin le match d'ouverture était plein à craquer, mais ensuite ça s'est un petit peu vidé. Le stade d'Ahidjo était plein pour les matchs de l'équipe camerounaise. Il y a une lumière sur ce stade, on en parlait tout à l'heure du coucher de soleil, qui est absolument fabuleuse. Il se passe un truc, je trouve qu'il y a certaines lumières qu'on trouve en Afrique quand on est européen, qu'on a l'impression de ne jamais avoir vu de sa vie. J'ai fait 5 ou 6 matchs en soirée là-bas, et il y a les couchers de soleil sur Ahidjo, c'est un truc qui me restera toute ma vie, notamment grâce à cette phrase d'un supporter du Cameroun que j'avais interviewé après le match en lui demandant, mais finalement, vous avez construit un renfort de grands millions et pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui est censée être la meilleure de toutes, un magnifique stade à OMB et vous vous retrouvez à Ahidjo. Et il m'avait dit, mais à Ahidjo, il se passe quelque chose de particulier, c'est la maison des Lions indomptables. Et il m'avait dit la même chose, il m'avait dit, est-ce que tu vois ce soleil? Ce soleil, il n'y a qu'à Ahidjo qu'on le voit. Le temps d'aller à OMB, il fait déjà nuit. Et tout était dit en fait, c'est-à-dire que c'était chez lui parce que c'était ses lumières, parce que c'était là qu'il avait vu les Lions l'emporter. C'est là qu'il était rassuré d'être et il avait aucune envie d'aller trouver un autre foyer. François Thibault, vous voulez réagir? L'histoire est magnifique, mais ça me faisait tout de suite penser à l'équipe de France à la Coupe du Monde 98. Je ne sais pas si vous vous rappelez du baptême du Stade de France contre l'Espagne fin janvier 98, 1-0, pelouse gelée. Alors, les commentateurs de l'époque sur TF1, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, avaient dit il a été bien baptisé grâce à une victoire. Mais objectivement, si les Bleus n'avaient pas été champions du monde, potentiellement l'itinérance aurait continué. Alors, il y avait évidemment le débat de qui allait occuper le stade, la concession et autres. Mais le Parc des Princes, qui avait été le foyer de l'équipe de France de foot et de rugby, en fait, ce qui est terrible, c'est de se dire que je pense que l'idée de la construction du Stade de France doit être à peu près dans les mêmes eaux que France-Bulgarie, qui est le traumatisme historique. Moi, j'avais 3 ans, donc je ne l'ai pas vécu. Et pourtant, tout le monde connaît cette histoire. Et le Parc des Princes respire cette histoire. À chaque fois que les Bleus vont jouer au parc, tout le monde répète cette histoire. Évidemment, l'équipe, RMC, tout le monde en parle. Et même les gens eux-mêmes discutent en disant, tu sais, la dernière fois que j'ai vu les Bleus, parce que c'est quasiment plus, enfin, c'est pas arrivé très souvent ces dernières années, les gens rappellent ce match, le traumatisme de ce match. Et par rapport à ce que raconte Tim sur la CAN, bah, il y a un peu de ça. À un moment, le supporter de foot, il est superstitieux. Dans le Parc des France, Objectivement, il y il a est aussi superstitieux. Il va au aussi le stade Rue avec son maillot. Michel de France Hollande. D'ailleurs, quand les JO, d'ailleurs, la finale des JO s'est déroulée au Parc des Princes, il y avait une atmosphère qui était unique, en fait, avec cette équipe de France. Parce que, déjà, le Parc des Princes, il faut rappeler que Talibert, il a conçu un stade où aucun spectateur n'est à moins de 45 mètres du terrain. Il dit le Parc des Princes, le Stade de France, c'est le double. Donc c'est un stade qui est vraiment un stade de foot. C'est fait pour être proche du terrain. C'est pensé pour être un stade, c'est pensé pour les spectateurs. Le Stade de France n'est pas pensé pour les spectateurs. Le Stade de France est pensé pour les gouvernements. Est pensé pour la tribune officielle, est pensé pour briller à l'international. Mais on se rend compte qu'au bout de quelques années, il est déjà vétuste. Personne ne veut y aller. Alors qu'il est quand même pas très loin. Il y a quand même pas beaucoup de bons souvenirs. Heureusement, il y a la Coupe du Monde 98, mais depuis, c'est pas vraiment. Bon, il y a France-Ukraine un peu, si vous voulez, mais il y a aussi la finale Real-Liverpool. Il y a quand même pas c'est quand même pas la grande. Et là, on pense déjà à. La finale de l'Euro, t'as les défaites en rugby, il a beaucoup de Et poids c'est un ceci, ce stade stade. qui avait été construit à l'époque. Il y a eu un projet concurrent qui était le projet de Jean Nouvel, qui lui voulait faire un stade à l'anglaise. Et qui a finalement été retenu celui-là parce qu'il était moins cher et parce qu'il y avait une piste d'athlétisme qui permettait d'utiliser aussi pour d'autres usages, qui est une vieille idée française. On le construit, c'est de l'argent public, donc il faut qu'on puisse faire tout au même endroit. Donc résultat, on construit pas un stade de football, on construit une salle polyvalente dans laquelle on va éventuellement de temps en temps jouer au football. Mais ça se ressent même dans le bâtiment. Le spectateur n'est pas le bienvenu. Au Parc des Princes, le spectateur est le bienvenu. Moi, je me souviens de ma première sensation quand j'étais gamin, je crois que c'était France-Suède. Je suis rentré, c'est exactement la sensation que Nicolas de Staël retransmet dans une peinture célèbre, qui s'appelle Le Parc des Princes d'ailleurs, pour un France-Suède également, des années 50. C'est des aplats de couleurs, c'est incroyable luminosité et le bruit. Et c'est l'idée que quand vous rentrez dans un stade, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est le souffle qui vous prend à l'instant où vous rentrez dedans. Il y a un effet de souffle vraiment.
Alors, un stade vide a un effet de souffle vide, de souffle silencieux, et le stade plein a un effet de souffle qui vous emporte vraiment. Alors, tout ça, j'enfonce des portes ouvertes, je suis désolé, mais il faut toujours revenir à cette sensation première, et essayer de revenir à cette sensation, ne jamais banaliser l'arrivée dans un stade. Alors, quand on fait ce métier, Tim, c'est difficile parce qu'on voit beaucoup de stades, on a tendance un peu à y aller comme on va au bureau. Et moi, j'aime bien les époques, j'ai la chance de pas être obligé d'y aller tout le temps. Donc, d'aller des époques où je n'y vais pas du tout pour ensuite y retourner. Là, par exemple, cette semaine, j'ai fait le Metropolitano et le Bernabéu. Ça faisait 1 mois, 2 mois que j'étais pas allé au stade. Et là, j'ai eu au nouveau cet effet de souffle en arrivant au Bernabéu, par exemple. Ou même au Vanda. Enfin, au Vanda Metropolitano maintenant. Je suis arrivé, j'étais jamais allé dans ce stade, je le connaissais pas. Et il y a eu cet effet parce qu'il y a de très bonne lumière, en fait. À Metropolitano, il y a une espèce de jeu de lumière qui est vraiment excellent, je pense qu'il compense un peu le côté un peu industriel du plan. Et c'est fabuleux, cet effet de souffle-là. Et ça, c'est purement l'effet de l'architecture, et c'est l'idée que l'architecture, c'est un art vivant aussi, et qu'un art qui est fait pour créer de la mémoire, créer des habitudes. C'est très important, cette notion d'habitude. Habiter le monde, habiter un stade, c'est créer des habitudes, c'est-à-dire un lien avec un lieu, quelque chose d'inerte qui devient familier parce qu'on y est venu, parce qu'on a déjà un souvenir à cet endroit-là. C'est ça, une habitude. C'est pour ça qu'on aime bien traîner nos vieux doudous, parce qu'on a des vieux souvenirs avec nous, on l'emporte avec nous. Et la difficulté, c'est quand on a un nouveau doudou, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec un nouveau doudou? On ne sait pas quoi faire. Avoir un nouveau stade, qu'est-ce qu'on va y faire? Et c'est très difficile de construire des habitudes, surtout dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas un pays vraiment de culture foot, pas au même titre que les autres. Et donc, il y a peu d'endroits comme ça. Et il faut absolument les privilégier comme des sortes de sanctuaires. Ça peut te rassurer, pour conclure, je ne vais absolument jamais dans un stade comme je vais au bureau. Et le jour où ça arrivera, je ferai autre chose. Il y a quelques rares stades où j'ai moins de plaisir à aller, je le reconnais. Charletti, le Moustoir, le stade de Michelin de Clermont sont des stades où j'ai moins de plaisir à aller, précisément parce qu'il y a moins d'âme, il y a quelque chose en moins. Mais aller aller au parc, au Vélodrome, à Sochaux, à Milan, peu importe, ça n'est absolument jamais anodin. Et chaque matin, peu importe l'horaire matinal du train ou de l'avion, je me sens toujours extrêmement privilégié d'y aller. Bon, je crois qu'on va conclure cet épisode sur cette phrase passionnelle de la part de Timothée. Merci messieurs pour ce bon moment sur un sujet qui risque d'être central dans quelques années du côté du Paris Saint-Germain. C'est la fin de l'épisode et vous pouvez évidemment nous soutenir en vous abonnant et en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également soutenir la revue de l'After, notre partenaire, avec un dernier numéro sorti le mois dernier consacré au président. En tous les cas, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Comex. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker et à vous abonner sur la page du Comex sur tous les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver des bonus ainsi que les recommandations que nous allons enregistrer dans quelques secondes. Ciao l'équipe!